était une fois des hommes et la mer. Une mer qu'ils connaissaient bien pour l'occuper depuis des générations et des siècles. Mais une mer de moins en moins nourricière, où les fonds s'étaient appauvris, ici, à Marseille, dans la baie mythique du Prado, mais comme à l'échelle de la Méditerranée. C'est pourquoi les pêcheurs au petit métier partageaient, revendiquaient même cette opération. Le plus grand projet de récif artificiel jamais imaginé en France avait démarré. Entre les îles du Frioul et les plages du Prado, pendant les opérations d'immersion, plusieurs milliers de mètres cubes de récifs artificiels furent posés sur des fonds de sable quasi désertiques. À terme, l'opération Récif Prado allait réhabiliter ces fonds en les transformant en véritable oasis à poissons. Allons bon, mais comment la vie pouvait-elle naître de simples blocs de pierre et de béton, fussent-ils nombreux et imposants ? Préparez vos masques, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour une petite promenade sous la mer. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons faire une promenade sous la mer, tous ensemble, et nous allons voir comment se manifeste la vie dans les principaux milieux. Alors, nous allons commencer par les torbans rocheux qui se trouvent ici, sur la droite, et qui, comme vous le voyez, sont très hétéroclites, et qu'il y a des niches, des endroits obscurs où viennent se loger certains animaux, comme celui-ci là. C'est quoi, vous vous souvenez? Une murène. Une murène. Alors, la murène, là, comme il fait sombre, nous sommes dans la nuit, eh bien, elle va chasser la nuit. Et puis vous avez là, c'est quoi ça? Non, c'est pas une crevette, c'est plus grand qu'une crevette, regarde. Une langouste. Oui, c'est une langouste. Et alors, qu'est-ce qui mange les langoustes dans le milieu marin? Si on se déplace un peu vers là-bas, on va le voir. On va le voir là-bas. Oui. Le mérou. Ah, mais bien sûr. Le mérou, qui est un carnivore et qui se nourrit surtout de ces langoustes, mais aussi... Et oui, le poulpe, ou pieuvre, hein, on peut l'appeler pieuvre. Et donc, il y a une vie considérable dans ces fonds rocheux. Il y a de très nombreux animaux, beaucoup de poissons. Et c'est un exemple de récif naturel. Et l'autre milieu très important en Méditerranée, c'est celui que l'on va voir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? La Posidonie. C'est la Posidonie, effectivement. Mais cette Posidonie a l'air d'être peu développée dans ce secteur-là. Pour quelle raison? Les déchets dans la mer. Tout à fait. Les rejets d'eau usée de la ville, qui maintenant, évidemment, sont épurés, heureusement. Mais cette Posidonie, normalement, est très peuplée parce que c'est un lieu de reproduction pour de très nombreux poissons, pas uniquement les poissons, mais aussi les crustacés, comme la grande cigale de mer, ou bien encore des mollusques, comme la grande nacre. Et donc, lorsque l'herbier régresse, eh bien toute cette vie disparaît. Alors, donc, après ce que nous avons vu, où y a-t-il le plus de poissons? Dans les milieux rocheux, parce que c'est là où il y a le plus d'endroits pour se cacher. Et des fois, sur les rochers, il y a de petits animaux qui peuvent se faire manger par ceux qui habitent dans les rochers. Voilà. Maintenant,
Partout où l'herbier a disparu, comme on le voit ici sur cette bande de sable, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va essayer d'imiter les fonds rocheux naturels, hein, en reproduisant ce milieu par des structures que l'on va immerger dans la mer, des structures artificielles. C'est ce que l'on appelle des récifs artificiels. Allez, ok, on fait comme ça. Avant même les récifs artificiels, disons, c'est la connaissance de ce qu'on appelle la structuration. Comment les communautés marines fonctionnent et s'organisent et naissent en somme, hein, à partir d'un habitat neuf. L'élément clé du récif, c'est l'habitat, la disponibilité en habitat. Donc il faut essayer de donner, d'offrir à la fois le gîte et le couvert aux poissons. Donc en termes d'habitat et de ressources alimentaires, de ressources trophiques. Comment ils font les récifs artificiels pour attirer les poissons? Eh bien, c'est un petit peu comme sur les cailloux que vous avez ramassés. Au départ, il n'y a rien du tout. Vous voyez, le caillou, il est lisse, hein, il n'y a rien. Et puis, peu à peu, la vie va s'installer. Prenez un de vos cailloux que vous avez ramassé tout à l'heure sur le rivage, et vous voyez qu'il y a des tas de choses dessus. Regardez bien. Hein? Il s'est installé de nombreux organismes, des coquillages, des vers. Mais ça ne se fait pas en un seul jour, ceci. Il faut énormément de temps. Ce qui manque le plus au fond de la mer, ce sont des substrats libres, c'est-à-dire des parois sans rien. Hein? Tout est occupé par des algues, par des invertébrés fixés, et tout le monde est là et défend sa place. Dès que vous immergez une roche, une amphore ou un cube en béton, en fait, vous allez avoir une succession de colonisations, donc des espèces pionnières qui vont s'installer au début. Le début de la chaîne alimentaire est constitué par des bactéries qui vont former un voile sur le rocher. Puis, il y aura installation d'algues du plancton végétal, du phytoplancton, qui va se nourrir de ces bactéries. Et ensuite, le plancton animal, que voilà. Et vous pouvez reconnaître quoi dans ce plancton animal? On dirait une écrevisse, là. C'est des larves de crustacés. Et puis, il y a des petits organismes, comme celui-ci, qui font partie de ce plancton animal. On les appelle communément des puces de mer. Ce sont ces organismes qui mangent le plancton végétal. Ces organismes fixés ont souvent des squelettes calcaires, calcifiés. Tout ceci participe à la concrétion, à la formation d'une croûte, et qui devient une roche, ce qu'on appelle la roche coralligène d'ailleurs, dont la biodiversité est vraiment extraordinaire, aussi grande et sans doute plus grande que l'herbier de Posidonie. Après ce plancton, qu'est-ce qui va constituer, qui va continuer à constituer la chaîne alimentaire? Les petits poissons. Petits poissons, des larves de poissons, de divers animaux, de crustacés, de crabes.
Les étoiles de mer? Des étoiles de mer, des ophiures comme celle-ci, voilà, qui se situe là. Et après, qu'est-ce qu'on va voir arriver? Les crabes? Il y a des crabes, effectivement, voilà, tac, on le met là. Et puis, petit à petit, véritablement une maturation du peuplement pour arriver ensuite à un équilibre. Et là, vous allez avoir des poissons. On s'est beaucoup basé sur les expériences que mène le parc marin de la Côte Bleue depuis une vingtaine d'années, où il y a eu des récifs qui ont été immergés et il y a eu des suivis de leur colonisation. Donc avant immersion, je vous prends en termes de biomasse, nombre de kilos de poissons, on avait 2 kilos. Et au bout de 9 ans, on est arrivé à 100 kilos. Donc ça fait quand même 50 fois plus. et il va y avoir les poissons, ben on va mettre une dorade ici. Et après Les zones. Et oui, il va y avoir les pêcheurs qui vont pêcher tous ces poissons. Voilà donc toute la chaîne alimentaire. Tous ces organismes vont se retrouver ensuite sur ces récifs artificiels qui vont imiter les rochers naturels. C'est des cubes qui font 1m20 par 1m20 par 1m20, qui pèsent à peu près 900 kg. Et pour casser un peu les ouvertures, parce que les poissons aiment bien les systèmes de voûte, donc on a posé des pochons d'huîtres comme ça. C'est du grillage Norten avec un paquet d'huîtres, de coquilles d'huîtres vides. Alors ça sert à la fois de garde-manger, mais également d'abri, de voûte, de manière à ce que le poisson puisse également se cacher. Alors les enfants, est-ce que vous savez pour quelles raisons on a conçu des récifs de cette manière avec diverses sortes de trous, d'anfractuosité? Pour quelles raisons? Pour que les poissons s'abritent dedans. Pour que les poissons s'abritent. Effectivement. Mais il n'y aura pas que des poissons. Oui? Il y a plusieurs sortes d'animaux qui vont s'y réfugier et les trous ils sont faits pour certaines sortes d'animaux et d'autres pour d'autres sortes d'animaux marins. C'est complexe, vous savez, là, le comportement des poissons. Vous allez dans l'eau chaude, le poisson a un certain comportement, il aura besoin d'avoir un certain type d'habitat. Quand il aura beaucoup de courant, il aimera avoir pour parler des sards, avoir des grandes surfaces planes derrière lesquelles il s'abrite. On voit des groupes comme ça de sards qui s'abritent quand il y a beaucoup de courant derrière des rochers. Et par contre, il aimera aller s'abriter dans ce qu'on appelle les ragassards, dans des abris assez plus ou moins bas, avec plusieurs sorties. Ouais. Il va pouvoir tourner par là, par exemple, et se mettre à l'intérieur, de manière à pouvoir voir sans être vu. C'est le principe de la rague, les habitats naturels les plus performants pour notamment tous les sards, et voire même les mérous. Donc avec plusieurs entrées possibles, entrées-sorties, et des cachettes pour éviter les prédateurs. Quand on fait un immeuble, on le fait d'une certaine façon. Les architectes savent quand même adapter les immeubles à leur clientèle potentielle. Sous l'eau, c'est pareil. Bon, les récifs qui vont être immergés,
vont ménager des grands espaces. Mais ils vont aussi reconstituer toutes ces petites loges pour avoir une petite faune qui, elle, servira de nourriture à des habitants plus grands et plus commerciaux d'ailleurs. Hein. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi dans ces récifs? Des coquillages, des mollusques, des Ah, crustacés, très bien. Et quel type de mollusque par exemple? un poulpe. Ah, et il ira où celui-là? Il va se nicher où? Là-dedans, Voilà, mais tout à fait, parce qu'ils aiment bien les petites anfractuosités, les cavernes et comme ça, les poulpes. Bon, qui sait, c'est un poulpe qui va passer par là. Oh, chic alors, une amphore, on va entrer dedans. Ça sera des petites crevettes, ça sera des gobies, des poissons, un congre, tous ces poissons qui passent par là et qui trouvent un habitat convenable. Hein.